Bonjour, bienvenue à cette Conf Kids autour du vivant. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Conf Kids, ce sont des conférences discussions avec des enfants et des adolescents et des personnes qui changent le monde, des experts de tous les enjeux du social et de l'environnement, avec l'idée que pour que le monde futur soit le plus habitable possible, eh ben, il faut qu'on le construise ensemble. Voilà. Et donc on a la chance d'être réunis aujourd'hui grâce à Edifice, donc on remercie chaleureusement. Dans cette nouvelle Conf Kids, on va vous inviter en fait à discuter du vivant qui nous entoure. Alors, parfois, il est à quelques mètres de nous, sans qu'on en ait conscience. On entend tous et toutes parler des espèces en danger ou en voie de disparition. Ça nous inquiète et on voudrait en fait, on voudrait tous aider à les protéger. Euh, et pour ça, il faut d'abord les connaître. Il faut observer, il faut passer du temps avec les animaux, les voir vivre, les voir évoluer et comprendre en fait comment ils communiquent entre eux et aussi parfois comment ils communiquent avec nous. Du coup, aujourd'hui, on va vous donner les clés en fait pour faire tout ça grâce à une personne dont c'est le métier, qui est fabuleuse et qui s'appelle Marc Giraud et qui est naturaliste. Salut Marc, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors Marc, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis naturaliste, c'est-à-dire que j'étudie la nature dans la nature. C'est plutôt sympa comme métier, hein. Donc, je regarde les animaux, je regarde comment ils vivent. C'est passionnant, je suis toujours dehors. Et après, je fais des livres, je fais des émissions, je fais des conférences comme aujourd'hui, et j'essaye de distribuer tout ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, de distribuer un peu la connaissance, voilà. Parce que les animaux, ils sont un peu en danger, donc il faut qu'on s'en occupe. Ok. C'est quoi exactement le métier de naturaliste? C'est quoi tes journées? Tu fais quoi quand tu te lèves le matin? À quoi tu passes ta journée? Alors souvent, je suis devant mon écran, ça c'est triste parce que j'écris des livres. Donc je fais presque 2 livres par an. Donc ça c'est beaucoup quand même devant l'écran. Mais au moins 1 heure par jour, je vais me promener. Évidemment, j'habite à la campagne. Et tous les jours, je vais me promener. Je fais quasiment le même tour. Et tous les jours, je vois des choses nouvelles. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que d'abord, chaque saison, il y a des choses différentes. En ce moment, il y a des migrations d'oiseaux. On peut voir de ma fenêtre, je vois des vols de cormorans, des rapaces, je vois des choses. Dans mon jardin, je peux voir des écureuils. En ce moment, les écureuils, ils font leurs provisions, ils enterrent des noisettes, tout ça. Donc, je vois ça de ma fenêtre. Donc, je peux quasiment les dessiner, écrire. Voilà. Quand j'écris, je pense à la nature et quand je suis dans la nature, je pense à mes livres. Alors du coup, c'est ça. Tu as fait donc déjà plusieurs livres. Tu peux nous en montrer un dont on va se servir tout au long de la rencontre? Voilà, ça c'est le dernier. Il est vraiment pour tous, enfants compris. C'est vraiment le b.a.-ba parce que beaucoup de gens me disent mais je ne sais pas reconnaître une grenouille d'un crapaud, une souris d'un mulot ou d'un campagnol. Ben, c'est tous les animaux qu'on voit tous les jours qui sont là-dedans. Aussi bien les petits insectes, les vers de terre, les escargots que les chevreuils. Voilà, il y a vraiment tout là-dedans. Donc c'est vraiment un guide dont je me sers quand je fais des sorties sur le terrain, parce que je fais des sorties sur le terrain avec des enfants. Et souvent, quand je fais des sorties, je vois qu'il y en a parmi vous, mais qui sont passionnés par les animaux. Et alors que des fois à l'école, bon, ils dorment un peu. Et puis tout d'un coup, dès qu'ils sont dehors, ils se révèlent curieux, brillants, intéressés. Donc vraiment, je pense que aller dehors, c'est vraiment nécessaire pour tout le monde. Ça nous fait du bien. On est dehors et on apprend plein de choses. Bon, alors déjà, je vais poser une question aux classes pour commencer. Les enfants, je voudrais savoir, et je vais demander au professeur de nous l'écrire dans le chat, comment vous vous sentez, vous, quand vous êtes au contact des animaux, quand vous avez des animaux avec vous, je sais pas, que vous les caressez ou peut-être que vous les observez. On va parler des élèves et des classes aussi qui observent les animaux dans les projets pédagogiques de la classe. Dites-moi comment vous vous sentez quand vous êtes avec les animaux, joyeux, apaisés. On se sent bien, on est joyeux, on se sent très bien, on est heureux, on est content. Bon, il y a beaucoup de choses autour de la joie et de l'apaisement. On se sent amoureux carrément. C'est beau, c'est doux, on est déstressé. Bon, ça marche, relaxé, heureux. Eh ben, écoutez, parfois apeuré quand même. Parfois apeuré. On va revenir là-dessus. Super. Merci pour vos réponses. Tout est bien noté. Alors, Marc, en fait, euh, comment, euh, comment on peut en fait observer les animaux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment essayer de capter un maximum de choses et du coup profiter de tous ces bénéfices là dont on nous parle, d'être en joie, en apaisement, etc. Alors d'abord, il y a 2 sortes d'animaux, hein. Il y a les animaux qui vivent avec nous, les chats, les chiens, tout ça, qui n'ont pas peur de nous. Ça, c'est important. Et quand on est bien avec les animaux, c'est souvent cela. Quand on caresse son chat qui ronronne, on se sent bien. J'ai même vu des gens qui se disent,
on se sent mieux. C'est-à-dire qu'on est encore mieux quand il y a un animal. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir peur des araignées ou des serpents, mais en gros, les animaux, puis je vois bien que vous les aimez beaucoup, hein, déjà, quand on a un chat ou un chien, on est complice, on joue avec, on se sent bien. Et puis il y a les animaux sauvages, ceux que j'ai étudiés, alors ceux-là, ils ont peur de nous. Donc comme ils ont peur de nous, faut y aller doucement. Et c'est toute une école faut employer des ruses de sioux, des ruses. Faut connaître un petit peu le terrain, un peu comme les cueilleurs de champignons. Ils savent où trouver les champignons. Donc, alors, moi, j'ai une règle d'or, c'est DRAP. D-R-A-P. Comme ça fait réviser un peu la lecture. D-R-A-P, comme un drap. Donc, D, ça veut dire discret. C'est sûr que si vous vous promenez en chantant, en faisant du bruit comme j'entends, tous les oiseaux vont s'envoler, les chevreuils vont galoper dans l'autre sens et vous n'allez rien voir du tout si vous n'êtes pas distrait. Donc, le D de drap, c'est très important. Ah zut, il faut... Attention à vos micros, les amis, ça se rouvre. Ah, on a perdu Marc, du coup? Oui, on a perdu Marc. Ah, C'est une erreur de ma part. Il ah arrive. zut. Est-ce que... t'as juste coupé le micro ou il Non, non, a... il est C'est reparti coupé, ça s'est en. coupé très Oui, il bien. a Ah, alors été coupé. voilà, Alors, du coup, on en Ça, était au D de drap. Voilà, comme ça vous avez eu le temps de réviser. D, ça veut dire discret. R, ça veut dire respectueux. C'est important quand on se balade, par exemple, de fermer les barrières derrière soi, de ne pas tout abîmer, de ne pas écraser les fleurs, de faire attention à ne pas faire fuir les oiseaux pour prendre une photo, par exemple. Donc, il faut être respectueux. On n'est pas chez nous dans la nature. On est parmi les animaux, on est chez eux, donc il faut les respecter. Donc, D, R, A. A, ça veut dire attentif. Très important. Je vois que vous êtes attentif, là, vous écoutez, parce que quand on se balade dans la nature, il y a des animaux de toutes les tailles partout. Il peut y avoir une coccinelle sur une plante, il peut y avoir un aigle qui passe, il peut y avoir un chevreuil au loin. Voilà, il faut regarder un peu partout. Il faut être attentif, il faut regarder et il faut aussi écouter. C'est très, très important, le chant des oiseaux, ça nous apprend beaucoup de choses. Donc, DRAP, attentif. Et enfin, le plus dur pour nous tous, patient parce qu'on aime bien que ça bouge, qu'il se passe quelque chose. On est habitué à regarder des films où ça va à toute allure, et quand on est dehors, souvent il se passe rien, il faut être patient. Quelquefois, on attend un animal et on le voit pas. Quand on fait des affûts, des fois je fais des affûts, ça peut rester des heures et il se passe pas forcément grand-chose, mais en même temps ça fait du bien, ça relaxe, on est dans le silence, il faut profiter de l'instant. Et surtout, il faut s'intéresser à tout parce que même une mouche qui passe, c'est aussi intéressant qu'un cerf qui passe. Donc tout est intéressant. Ça, c'est important d'être curieux, curieux nature, très important. Pas du tout, drac c'est. On garde curieux à la fin. Voilà. Comment on rajoute le C dans cet acronyme? Bon, alors justement, tu as participé à un film qui s'appelle Vivant, qui a été réalisé par Yann Arthus Bertrand. Et tu as dû, en fait, à cette occasion, toi et plein d'autres naturalistes, en fait, observer tous ces animaux. Comment ça s'est passé, cette expérience? Alors, Yann, il a eu une idée, une excellente idée, qui a été, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens comme moi, des naturalistes passionnés, qui font des films. Et ces films, ben, personne ne les connaît. Donc lui, il a demandé à tout un réseau de cinéastes, de fil en aiguille, comme ça, il y en a eu 500, qui ont accepté de donner les images qu'ils avaient chez eux. Par exemple, moi, là, je vois, je sais pas, ben, mes écureuils, là, qui enterrent leurs noisettes. Je filme ça et je l'envoie à Yann Arthus Bertrand. Donc, il y a 300 naturalistes qui ont joué le jeu, qui ont envoyé leurs images. Donc là, ça venait de tous les coins de France et on a pu faire un film sur toutes les richesses qui nous entourent, aussi bien les dauphins et les baleines, parce qu'il y a des dauphins et des baleines dans les mers en France, que les chamois, que les cerfs, que les insectes, les papillons, et même les animaux des villes, les rats, les renards, les faucons, tout ça. Et on a fait un grand, grand film sur toutes les richesses qui nous entourent. On a, on a, on a, on a une classe qui peut de parler apparemment. Donc, un film sur toutes les richesses qui nous entourent. J'ai une question à poser aux classes. Qui d'entre vous, et du coup, vous pouvez me répondre par un pouce, par exemple, ou un cœur d'ailleurs, qui d'entre vous a vu déjà ce film? Ah oui, ça monte vite. Ça monte très, 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 très vite. Ok.
Bon, bah, il y a déjà, ouais, il y a déjà un paquet de classes qui l'ont vu. On met D'accord. le son, s'il vous plaît, les enfants? Ah, excusez-nous. Voilà. Merci pour le micro. Donc, ok, tu as participé à ce film-là. Vous étiez combien de naturalistes à participer? Alors, si on compte les gens sur le terrain, il y avait 300 cinéastes, photographes, plein de copains d'ailleurs. On ne savait même pas que ce film existait au début, puis finalement, on a tous participé. Donc, il y a au moins 300 personnes de terrain. Et ensuite, bah, il y a une monteuse, c'est celle qui met les images en ordre. Ça, c'était compliqué. Pour inventer une histoire avec. Ensuite, il y a eu un naturaliste, Rémi Dupuis, qui a commencé à monter les choses. Et moi, je suis arrivé après pour mettre bien ça avec des mots simples, pour écrire le commentaire, quoi. Voilà. Ok. Donc, il faut aussi connaître. Il faut savoir écrire. Il faut aussi savoir connaître bien les animaux, quoi. Et parmi les animaux qu'on peut voir dans le film, lesquels font des choses complètement extraordinaires, qu'on peut pas imaginer? Ah, alors, par exemple, on voit en plein Paris des faucons pèlerins. Faucons pèlerins, on les voit qui font une parade nuptiale en pleine dans les airs, devant la Tour Eiffel. En plus, Tu veux bien c'était t'asseoir, super bien Maxime, s'il filmé. te plaît? On voit les faucons qui envoient une proie dans les airs et l'autre la rattrape. Et le faucon pèlerin, c'est un oiseau qui peut dépasser les 300 à l'heure quand même. Quand il fonce sur une proie, il a une forme de bombe. Et d'ailleurs, il va tellement vite, tiens, le voilà, c'est un très très bel oiseau. Il va tellement vite que quelquefois, s'il loupe son truc, bah, il peut se fracasser. On a chronométré plus de 300 à l'heure et on ne sait pas, il peut aller peut-être beaucoup plus vite. Et autour des faucons pèlerins, on voit un autre oiseau que j'adore qui s'appelle le martinet, qu'on confond souvent à des hirondelles. Celui-là, on dit qu'il peut aller à 500 à l'heure. Il fait 500 kilomètres, de toute façon, tous les jours, il ne se pose jamais. C'est un oiseau qui s'accouple en vol, qui mange en vol et qui dort en volant. Et ça, vous en avez tous vu autour de vous des martinets. Là, ils sont partis parce qu'ils sont là que l'été, mais quand même, un oiseau qui dort en volant, il va très très haut dans le ciel, à 3 km d'altitude, et puis il se laisse planer, comme ça, il dort un peu, et puis il se réveille avant de tomber, évidemment. Et ça, c'est autour de nous. D'accord. Et je me rappelle pas si dans le film on voit beaucoup d'insectes. Alors, bien sûr qu'il y a des insectes. Oui, 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 moi j'y tiens. Et il y a même des bousiers. Moi, j'adore passer des heures devant les bouses de vache. J'aime bien regarder ce que personne ne regarde parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Donc, il y a des bousiers, il y a des mouches, etc. Il y a toute une vie. Et c'est un élément important parce que c'est des recycleurs. Ça veut dire qu'à partir des déchets, ils vont faire de l'engrais, qui vont faire des plantes, qui vont faire de la nourriture pour les autres. Enfin, c'est tout un cycle, hein, la nature. Donc, bah voilà un bousier qui est en train de rouler sa petite bouse de crottin. Et ça, on parle de ça aussi. Et c'est vraiment important. Donc, il y a le cerf qui brame, tout ça, c'est très beau, c'est très noble. Mais il y a aussi le bousier qui était un dieu chez les Égyptiens quand même, hein. Ils le vénéraient, le bousier. Donc, tout est important dans la nature. Voilà, la moindre mouche, la moindre petite bestiole, les vers de terre, il n'y a pas un animal plus important sur Terre que le ver de terre. Donc, Pourquoi? voilà, faut faire attention à tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'animal plus important que le ver de terre? Bah, déjà en nombre, il y a des gens qui disent que si on mettait tous les animaux, mais tout, hein, les fourmis, les baleines, les humains, tout sur le plateau d'une grande balance et qu'on mettait les vers de terre de l'autre côté, eh ben, la balance pencherait du côté des vers de terre. Alors, j'ai pas vérifié, hein. C'est théorique, mais ça veut dire à quel point ils sont importants. Il y en a partout, il y en a des milliers sous nos pieds qui labourent, qui transforment la terre en engrais. Et sans eux, on les voit pas, mais sans eux, eh ben, on n'aurait pas de nourriture. Alors, je partage une image de ver de terre, même si on sait un peu tous ce que c'est. Je ne sais pas si ça. Voilà. Oui, c'est un lombric. En voilà. Voilà. On Bon, voit l'anneau au milieu, là, qu'on appelle la selle, parce qu'il y a un avant et un arrière chez les vers de terre, hein. C'est pas un tuyau. ah, Et, et bon, il y a encore une légende qui dit que si on en coupait un en deux, les deux moitiés vivraient. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît, ce n'est pas vrai. Voilà. c'est important à Laissez-les, préciser, oui. oui, laissez-les tranquilles. Ils n'aiment pas la lumière, donc laissez-les vivre sous la terre. Ils travaillent pour nous. Voilà. D'accord. On nous demande est-ce que c'est très en phase avec le ver de terre. Est-ce que le moustique c'est important comme animal dans la nature? Alors, le moustique, en même temps, ça transporte des maladies et c'est un fléau. Et puis ça fait des piqûres, ça gratte, c'est pas. Mais en même temps, c'est très utile. D'abord, quand ils sont bébés, les moustiques, ils vivent dans l'eau, c'est des larves. Et chaque larve filtre 2 litres d'eau par jour.
Donc, ces milliers de larves de moustiques qu'il y a partout, c'est une station d'épuration de l'eau qui rend l'eau plus ou moins potable. Donc, c'est pas négligeable. Les larves de moustiques, elles nourrissent les poissons dont nous, on se nourrit, les grenouilles et des tas d'animaux. Et quand ils sont dans les airs, justement, les moustiques, ils nourrissent les hirondelles, les martinets et plein d'animaux. Donc, les moustiques, ils sont importants et ils sont utiles, même s'ils nous embêtent. Des fois, les animaux, ils sont pas que méchants, enfin, que embêtants ou que utiles. Ils peuvent être un peu les deux. Le moustique, c'est typique. Et D'accord. ça, Ah, pardon, vas-y, vas-y. non, non, voilà, c'est typique et ça pique. C'est Alors, tout. t'as dit que c'est typique et ça pique. Tu as dit que ça nourrissait notamment les chauves-souris, tu as dit déjà? C'est ça? Alors aussi, alors les truites, les poissons d'eau douce, ça nourrit les poissons d'eau douce quand c'est une larve. Et après, ça nourrit beaucoup d'oiseaux, des chauves-souris aussi, oui. Les chauves-souris aussi. Alors, ça me fait une super transition, évidemment, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Parce que dans ton voyage, en fait, d'observation dans le vivant, il y a des animaux qui ont vraiment des particularités incroyables. Alors, du coup, on va commencer par la chauve-souris. Je te propose de faire ça. Qu'est-ce que la chauve-souris fait d'incroyable qu'on peut pas imaginer avec ses différents organes? Déjà, elle n'a pas besoin d'avoir des yeux parce qu'elle voit avec les oreilles. C'est bizarre, hein? Elle voit en entendant. C'est-à-dire qu'elle pousse des petits cris tellement aigus qu'on ne les entend pas. Ça s'appelle des ultrasons. Et ses oreilles récupèrent l'écho. Vous savez, quand vous êtes dans une pièce enfermée, vous fermez les yeux et quand vous parlez très fort, vous voyez que ça résonne beaucoup. Vous comprenez que la pièce est grande ou non. Mais chez les chauves-souris, c'est beaucoup plus développé, c'est-à-dire qu'elles scannent leur environnement. Elles savent le moindre détail. Elles sont capables de percevoir quelque chose de plus fin qu'un cheveu avec les oreilles. Elles entendent avec les oreilles. Donc ça, c'est étonnant quand même. Ok. Et alors, je sais pas si est-ce que hop là, mon écran est partagé. Ouais. On a la même chose, un truc marrant avec les sauterelles qui est très étonnant. On peut parler des mouches, on peut parler de beaucoup de Euh, choses. Bah là, c'est surtout que j'ai les sauterelles en Ah, partage les d'écran. sauterelles, pardon, je ne les voyais pas. Alors, les sauterelles, on reste dans. Les sauterelles, elles entendent, mais avec les pattes. Et là, vous voyez une sauterelle vue de près. Il y a une petite fente sur sa patte. C'est le tympan. C'est exactement pareil que ce qu'on a dans les oreilles. La sauterelle entend avec les pattes. Et la chauve-souris, elle voit avec les oreilles. Donc, les animaux sont vraiment très, très différents de nous. Ils vivent dans le même monde et en même temps, ils vivent dans un autre monde. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se mettre à leur place. Qu'est-ce que ça fait, même d'être le chien ou le chat, par exemple, parce que nous, on a une très bonne vue, et les animaux moins que nous, souvent, ils ont un meilleur flair. Donc nous, on reconnaît notre chien à la vue, mais notre chien, il nous reconnaît à l'odeur. On vit vraiment pas dans le même monde. Ok. C'est pas- Alors, tu voulais parler de la mouche et je suis bien d'accord parce que c'est vrai que c'est Alors fascinant. Margot, est-ce que tu peux nous partager une image de mouche? la mouche, c'est un animal que tout le monde voit, tout le monde connaît. C'est un peu agaçant. Et tout le monde le connaît, mais ah oui, mais vu de près, c'est un extraterrestre, quoi. C'est une espèce d'engin de science-fiction. Et ça, c'est une mouche vue de près. Donc, on voit déjà qu'elle a des yeux qui sont composés de plein, 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 plein de petits yeux. Comment est-ce qu'une mouche voit le monde? Ça, c'est difficile à imaginer. Et en plus, la mouche, elle goûte avec les pattes. C'est-à-dire qu'elle a la langue sur les pattes, si vous voulez. Si elle se pose sur une bouse, par exemple, elle sait très bien que c'est une bouse de vache. Si elle se pose sur un gâteau d'anniversaire, elle sait très bien que c'est du sucre et que c'est bon. Si elle se pose sur vous, elle sait très bien que c'est un humain. Enfin, elle goûte avec les pattes. Et qu'est-ce qu'elle mange? Eh bien, je vois les questions, là, ça commence à défiler. J'ai désactivé le micro. Elle mange d'une drôle de manière, la mouche. Elle mange avec sa trompe qu'on voit en bas, là. C'est-à-dire que, alors c'est bien dégoûtant, mais moi j'aime bien quand c'est dégoûtant, elle crache une espèce de salive qui va liquéfier sa nourriture et après, elle aspire tout. Voilà, c'est comme ça que les mouches mangent. Et elle a plein de poils partout pour sentir, alors s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a de la lumière, elle sait plein de choses avec ses poils. Alors, effectivement, les questions commencent à affluer et on nous pose plein de questions en fait sur Et Nora, je suis désolé de t'avoir dégoûté. Ah oui, désolé. Et Nora est dégoûtée en voyant la mouche. Bon, pardon. Effectivement, il y a des choses qui sont parfois un petit peu bizarres à voir. Alors, je vois plein de questions qui portent beaucoup sur
pourquoi tel animal fait ça et qu'est-ce qu'il mange et comment il dort. Alors nous, ce qu'on va vous inviter à faire, parce que il y aurait des millions de questions à poser à Marc aujourd'hui, mais va vous inviter plutôt à faire ces recherches-là vous-même, parce qu'on a la chance d'avoir un naturaliste avec nous aujourd'hui, donc on va plutôt lui poser plein de questions sur son métier, ce que son métier peut apporter aujourd'hui en termes d'éducation, de transmission et de protection à l'environnement. Et je suis sûre que vous aurez des super projets pédagogiques et des recherches comme des petits enquêteurs pour réussir à trouver les réponses aux questions que vous posez pour le moment. Mais du coup, toujours sur le film, et puisqu'on a parlé de la moue, de la sauterelle, etc., on nous demande comment vous avez fait pour filmer les tout petits animaux, les insectes, etc. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y avait plein de cinéastes différents avec des matériels différents. J'ai une copine, par exemple, qui filmait surtout les petits animaux marins. Donc, elle a une petite caméra qui va sous l'eau, mais elle ne faisait que ça. Alors que d'autres ont des énormes téléobjectifs pour filmer les oiseaux de loin. Donc, chacun avec son matériel filmait d'une manière différente. Et pour photographier les insectes, il faut vraiment un gros matériel. C'est une sorte de microscope avec une caméra derrière, quoi. Donc, c'est vraiment des spécialistes qui nous ont apporté les meilleures images du monde. Et il y a aussi des plongeurs qui ont suivi les dauphins, etc. C'est pour ça que le film est fabuleux, parce qu'on voit vraiment les animaux de toutes les tailles, de tous les milieux. On voit vraiment à quel point ce qu'il y a autour de nous est riche. Alors, et on nous demande justement à quoi sert ce métier au jour le jour. Effectivement, finalement, le métier naturaliste, il sert à qui? Toutes ces informations, toutes ces images. Alors, servir, c'est un drôle de métier, c'est un drôle de terme. Souvent, on me demande à quoi ça sert un ours, mais à quoi ça sert la musique, à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça veut dire servir? Ça veut dire juste me servir moi? Alors, mais naturaliste, d'abord, ça sert surtout à rester en contact avec la nature et le monde vivant, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des villes, dans des univers où on est toujours devant des écrans et on se rend plus compte qu'on a autour de nous plein d'autres espèces. L'humain, c'est une seule espèce, hein. Donc il y a des milliers et des milliers d'espèces qui sont passionnantes et dont on dépend. Sans arbres, on respirerait pas, par exemple. Sans le plancton marin, c'est des tout petits machins ridicules. On ne respirerait pas non plus. Enfin, nous, on respire de la nature, on mange de la nature, on boit de la nature, on fait partie de la nature. En fait, c'est pas un métier bizarre, naturaliste. C'est un métier justement qui est dans l'essentiel. On se rend compte, nous, à quel point on a besoin de la nature. Un peu comme les jardiniers. Ils savent très bien que si on veut manger, ben, il faut cultiver et ça vient de la terre. Et ce qu'on mange, ça vient de la terre et ça existe grâce au vers de terre, nous y revoilà. Donc tout est vraiment important. On ne vivrait pas tout seul dans un univers où il y aurait que du béton, du plastique et des télés. Donc on a vraiment besoin des arbres, des animaux, tout ça pour vivre. Et en plus, ils sont passionnants. On est des animaux, nous, hein. Et on est des singes sans poils. Et c'est très intéressant d'étudier les autres animaux, de faire des comparaisons. Est-ce qu'ils s'aiment comme nous? Est-ce qu'ils ont des besoins comme nous, etc. Et tous ceux qui ont des chats et des chiens se rendent compte à quel point on se ressemble. Un petit chat qui dort, c'est pareil qu'un enfant qui dort, hein. On a les mêmes besoins. Et alors, on nous pose plein de... Voilà, et on nous demande si c'est un métier à risque. Oh. Euh, alors, Tu as en déjà été général, attaqué par des animaux ou ce genre de choses en les observant, par exemple. Je pense que c'est alors ça. c'est surtout les moustiques et les tiques. Le seul animal dangereux qu'on ait en France, en tout cas dans l'Hexagone, c'est la tique, hein. La tique, quand on se fait mordre, on peut attraper des maladies, donc il faut se désinfecter. Si ça reste rouge trop longtemps, il faut consulter. Donc le seul animal dangereux, c'est la tique. Moi, j'ai déjà essayé de photographier des vipères, des frelons, des ours, des loups, tout ça. J'ai jamais eu vraiment de problème. En Afrique, je me suis fait entourer de plusieurs centaines d'éléphants. C'est vrai qu'on se sent tout petit, hein. Mais c'est un danger relatif parce que quand on les connaît, on ne fait pas l'imbécile, évidemment. C'est sûr que si on rencontre une laie, hein, c'est la femelle du sanglier avec ses petits, on va pas l'embêter parce qu'elle va se défendre. Donc, quand on les embête pas, les animaux, ils ne vous embêtent pas, hein. Ils ont peur de nous, hein. Donc, n'ayez pas peur du loup. C'est noté, n'ayez pas peur du loup, sauf dans les contes pour enfants. Voilà. Euh, Tu es aussi le porte-parole de l'ASPAS. Est-ce que Oui. ton, alors on va t'écouter nous en parler un petit peu de cette association. Et est-ce que c'est ton métier de naturaliste qui te permet de faire ce travail? Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'ASPAS? L'ASPAS, c'est l'Association pour la protection des animaux sauvages. Et on se bat surtout pour protéger les animaux que personne n'aime, comme les renards. Pendant un moment, personne n'aimait les renards.
Donc on s'est beaucoup battu, et notre symbole c'est un renard d'ailleurs, on s'est beaucoup battu pour montrer aux gens que le renard, eh ben, il était utile, il mange quasiment que des souris, et qu'il est utile à l'agriculture. Donc on se bat beaucoup pour changer un peu les mentalités, et puis on achète des bouts de nature, voilà le renard qui est passionnant à observer d'ailleurs, hein. Et on achète des bouts de montagne, de nature qu'on laisse tranquille, où il n'y a pas de chasse, où on ne coupe pas les arbres, rien. Et la nature, elle redevient riche, c'est passionnant. On voit des renards, des blaireaux, des chamois, on voit même des fois des loups qui passent. Enfin, on protège de la nature et ça, c'est bien. Donc, on peut dire que ton métier de naturaliste, donc, c'est observer, défendre, protéger en tout cas, transmettre, et puis être heureux au contact de tous ces animaux. C'est Ah ce que bah, tu ça, fais. on est heureux, hein. On est heureux. Comme la nature, c'est mon métier, ça me rapporte beaucoup. Je trouve que je me sens obligé de donner aussi à la nature. C'est important de la protéger. Si personne ne la protège, il y en a tellement qui la détruisent. Il faut bien qu'il y en ait aussi qui essayent de dire, attention, là, il y a peut-être une route de trop, un truc de trop. Laissons un peu vivre les scarabées, les renards. C'est important. Tout le monde est important sur Terre. Alors, je pense que tu as déjà éveillé des vocations parce qu'on nous demande déjà quelles études il faut faire pour devenir naturaliste. J'attends la question, est-ce que c'est bien payé, hein, je vous annonce, mais quelles études il faut faire? On fait pas ça pour l'argent parce que quand on est heureux dehors, ça coûte pas cher. Moi, ça me coûte pas cher, hein. Mes grands bonheurs, c'est d'aller dans mon jardin, de me balader, ça coûte pas cher. Le seul truc qui coûte, c'est d'avoir des jumelles. Bon, enfin, bon, ça va. Une fois qu'on a sait acheter des jumelles, c'est bon, hein. Euh, C'était quoi la question? Quelles études il faut Ah, faire pour être naturaliste? alors, moi, je suis allé un peu en zigzag. Quand j'étais tout petit, j'écrivais déjà des trucs sur les animaux, je faisais des dessins sur les animaux. J'ai passé un bac scientifique, mais j'ai pas fait d'études de biologie. J'ai fait du dessin, en fait. Et il y a pas d'études pour être naturaliste, il n'y a pas de diplôme pour reconnaître le chant d'un rouge-gorge, par exemple. Donc tout le monde peut le faire. C'est une passion. Moi, tous les copains que je connais, les copines naturalistes, ils sont pas forcément diplômés. Donc rassurez-vous, c'est pas la peine de faire beaucoup d'études. Faut surtout aller sur le terrain, discuter avec des collègues. Alors il y a des métiers sur les animaux, hein. On peut être biologiste, on peut être aussi protecteur de la nature. C'est un métier. On peut être vétérinaire dans un centre de soins pour les animaux sauvages. Il y a des métiers intéressants, mais qui demandent beaucoup d'études. Alors, tu dis, on n'apprend pas à reconnaître le chant du rouge-gorge. Eh ben, on va faire un petit quiz son. Moi, je vous propose qu'on fasse un quiz son. Margot, est-ce que peux nous partager la page de quiz, s'il te plaît? Et on va demander aux profs de mettre dans le chat à la volée les réponses des enfants. Et puis, ceux qui veulent venir répondre directement au micro, eh ben, écoutez, levez la main, on vous donne la parole et puis on verra qui trouve les bonnes réponses. Allez, c'est parti. Ah, il n'y a pas de son. Je pense que ah, je pense tu as peut-être partagé sans le son. Et nous revoilà. Merci Margot. Alors on nous répond la mouette, le cygne, le canard, le singe. Beaucoup de mouettes. Un oiseau en général. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, globalement on nous répond mouette, canard, singe, cigogne aussi. J'ai vu passer la bonne réponse. Le C... Tu as vu passer la bonne réponse, alors on ne va pas la dire tout de suite. Servile, CM1, CM2, allez-y, ouvrez votre micro et dites-nous, selon vous, c'était quel animal? Ah, presque, allez-y, ouvrez le micro et dites-nous quel animal c'était. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent essayer de répondre? Maintenant, on va avoir du mal à répondre. Alors, vas-y. On t'entend pas? Ah, zut. Qui a ouvert son micro? J'ai vu rien. Marie-Laure Delumeau? Recommencer? L'hibou? Tu as dit quoi? L'hibou? Un hibou. Ok, c'est noté. On garde ta réponse. Pauline Péguet, je crois. Péguet Pauline, on vous écoute. Une mouette? Une mouette, ça marche, on garde la réponse. Flavie Pernaut. Flavie Pernaut, est-ce que vous êtes là?
Bon, eh ben écoutez, on va donner la réponse. C'était quoi comme animal, Marc? Alors, il y en a qui demandent de remettre le son. Ah, Ça peut pendant que je réponds. Donc, alors vous pouvez répéter la question? j'ai entendu la bonne réponse. C'est le goéland. Et souvent, on confond les mouettes et les goélands, mais quand on va au bord de la mer, ces cris qu'on entend tout le temps, c'est pas des mouettes, c'est des goélands. Et il y en a aussi dans les villes d'ailleurs, et on les confond souvent. Voilà la tête du goéland. Je vais vous montrer l'image, la différence entre la mouette et le goéland. Le goéland, c'est. Est-ce qu'on a le son de la mouette Non, on l'a pas là. Non, non, on l'a pas. Regarde. Donc, je vais vous montrer le goéland. La différence entre la mouette et le goéland. Le goéland est beaucoup plus gros. Voilà, le goéland est beaucoup plus gros. Il est ici. Il a un gros bec jaune, alors que la mouette, elle est plus fine. Et en été, quand elle se reproduit, elle a un basque noir. C'est la mouette de Gaston Lagaffe, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a vraiment une grosse différence et dans les cris et dans le look. Et les goélands, si vous êtes au bord de la mer ou si vous en avez dans votre ville, vous pouvez vous amuser à repérer quel âge a le goéland. Ça, c'est très rigolo et tout le monde peut faire. Après, on frime, hein, on dit, oh, celui-là, il a 2 ans. Quand ils sont la première année, les goélands, ils sont poussins, ils sont tout marrons comme ça, ils sont discrets, quoi. C'est une tenue de camouflage. Et chaque année, ils sont un peu plus gris. Et quand ils sont entièrement gris, ça veut dire qu'ils ont au moins 4 ans. Voilà, ça c'est une petite ruse de naturaliste que je vous donne. Vous saurez distinguer l'âge du goéland rien qu'à son plumage. Et ça, je peux vous dire que si vous dites ça à vos parents ou à des adultes, ils vont être admiratifs, hein. Alors, il y a La Fontaine Argentan dans 61 qui nous dit, et il ne faut pas toucher l'endroit rouge sur son bec. Pourquoi? Puis il y a une raison particulière ou? Ah, bah, déjà, faut pas toucher son bec parce que c'est costaud un bec de goéland, hein. Quand on les soigne, qu'on enlève le mazout, tout ça, un bec de goéland, on se méfie. Mais la pointe rouge du bec, en fait, c'est un signal pour les poussins. Quand les goélands donnent à manger aux poussins, les becs, les poussins, ils tapent sur le point rouge comme si c'était l'ouverture du frigo. Et en fait, quand ils tapent sur le point rouge, les parents, ils ouvrent le bec et ils régurgitent de la nourriture. Ah, c'est pour ça. D'accord. C'est le bouton d'ouverture du frigo. Donc, si vous n'avez pas faim, il ne faut pas toucher l'endroit rouge sur le Et bec. puis, bon, la bouillie de poisson prédigérée, je suis pas sûr que ça soit notre nourriture favorite. C'est ça, c'est pas génial. Allez, quiz numéro 2, Margot, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous faire écouter le deuxième son? Alors, il faut demander aux enfants, du coup, de ne faire aucun bruit parce que je crois que vous aviez du mal à entendre. On se tait tous. C'est parti. Alors, on nous répond grillon, criquet, cigale, sauterelle. Bon, en tout cas, on nous répond un insecte. Alors, pof, pof, pof. On arrête tout déjà, c'est pas un insecte. On vous le dit. Alors, il y a un piège parce que c'est surtout tropical. Et c'est tropical. Donc, c'est vrai que si vous n'êtes pas sous ces latitudes-là, peut-être que vous avez jamais entendu Voilà. euh, Si vous êtes en celui-là. Martinique, vous entendez ça tous les soirs. Alors, parce qu'on sait qu'il y a des classes martiniquaises qui sont là, puisqu'on va les faire parler aussi d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que les classes martiniquaises, bah, ça y est, il est sorti. C'était donc la grenouille tropicale. C'est des petites grenouilles qu'on entend tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, qu'il y a dans les jardins, qu'il y a partout, dans les Antilles, en Guyane, partout. On entend ces petites grenouilles-là qui sont souvent très jolies. Et ça, c'est un son très, très familier. Et je sais, en Guadeloupe, des fois, les enfants, ils me disaient qu'ils savaient même pas d'où ça venait alors qu'ils en ont dans leur jardin. Donc, c'est important d'ouvrir les yeux et les oreilles parce que c'est vraiment des petits animaux mignons. Et alors, on va passer direct au quiz 4, Margot, s'il te plaît, parce que ça, c'est vraiment très étonnant. Est-ce que tu peux nous faire écouter le quiz numéro 4? Alors, on nous répond le pivert, le pivert, le pivert. En rafale, le pivert. Ah, on nous a Alors, dit aussi une chauve-souris, un lapin, un pic noir. Bon, mais globalement, on nous dit pivert, quoi, hein. Est-ce que c'est un pivert, Marc? ça vit dans l'eau. Déjà, il y avait un gros piège quand même. C'est très difficile parce que personne ne sait à la limite que ça fait du bruit. C'est un poisson. C'est un poisson d'eau douce. C'est même pas un dauphin. Le dauphin, c'est pas un poisson, hein. C'est pas un poisson volant. Non, c'est un poisson, on dit serpentiforme.
en forme de Allez, serpent. on va donner la réponse parce que Bon, c'est une anguille, c'est une anguille, ça y Ah, est. ça y est, c'est sorti au moment où tu as dit serpentifort, il y a eu une Voilà. rafale Ah, d'anguilles. bravo, bravo, bien Bravo. sûr. Donc, l'anguille, elle attrape de l'air et elle rejette par la bouche, elle rote, si vous voulez, et elle communique en rotant. Et elle fait du bruit comme ça. Et la plupart des poissons, ils font de la musique, hein. Ils ont ce qu'on appelle une vessie natatoire, c'est une poche de gaz qui leur sert à se maintenir dans l'eau. Et ils font du tambour avec, de la trompette. En fait, les oiseaux, ils font beaucoup de bruit, hein. Bon, eh ben on ouvrira grand ses oreilles sous l'eau si c'est possible. Alors maintenant, on a bien, on est déjà, il nous reste que entre guillemets 25 minutes. Donc là, on aimerait bien écouter les classes. On sait que plusieurs classes ont des petits naturalistes en herbe. Et notamment, on a reçu des photos du collège Petit Manoir en Martinique. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Et pendant ce temps-là, on voudrait que les autres classes qui élèvent des animaux dans la classe ou qui en ont observé, on aimerait que vous nous fassiez signe dans le chat pour qu'on vous interroge. Le collège Petit Manoir, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, le collège Petit Manoir? Je n'arrive pas à voir s'ils sont là ou pas, en fait. Allô, allô? Bon, je crois pas que ce soit. Enfin, je sais pas si c'est eux. Alors, du coup, on va rester en Martinique, mais on va plutôt, dans ce cas, faire appel à l'autre école. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Margot, est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Je sais plus quelle est l'autre école. Si, l'école Lucia Joachim, l'école Lelon, qui avait des pigeons en bas de chez eux. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Ah, ça y est, vous êtes là. Bonjour, c'est de Lamentin, c'est ça? Oui, bonjour. Vous nous Bonjour. entendez? Oui, on vous entend. Alors, vous nous avez partagé quelle image? Alors, on vous a envoyé une photo d'un anoli croquette. On l'appelle Zandoli en Martinique, en créole. On n'a pas entendu une photo de quoi? Un anoli. C'est un lézard. C'est un Ah, lézard. alors Voilà. c'est la Un photo du anoli, c'est un lézard. lézard. Ça marche. C'est la photo du lézard, Margot, si tu veux. Alors, on va regarder le lézard. Désolé, on n'est pas des spécialistes. Nous, on a du mal Oui, à. alors les anolis, Oui. il y en a beaucoup dans les Antilles, hein. C'est un très très joli petit lézard, assez familier. Et souvent les mâles, ils ont une espèce de collerette colorée comme ça pour faire peur aux autres mâles ou pour draguer. Ils agitent leur petite collerette. Et c'est mignon comme tout. Ça, c'est nous, dans l'Hexagone, on a le lézard des murailles. Et en Martinique, en Guadeloupe, tout ça, on a l'anolie qui est vraiment mignon. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez observé ce lézard? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes posté et vous avez été discret, respectueux, attentif et patient, ou est-ce que vous avez eu du bol, vous êtes tombé dessus? Non, il y en a partout. Il y en a partout, donc on peut le prendre en photo avec le portable. Ils l'ont pris en photo, il y en a partout. Et ils mangent les mouches, les moustiques, il y en a partout. Ok. Bon, eh ben merci pour ce partage. On On a voit ses aussi. petits doigts avec des ventouses, ça, c'est joli. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir l'école Jean de La Fontaine cette fois-ci à Coin-sur-Selle? Alors eux, c'est marrant parce ils nous ont partagé, en fait, ils ont carrément des moutons sur leur terrain de football. Est-ce que vous êtes là, l'école Jean de La Fontaine à Et Coin-sur-Selle? on voit les moutons qui sont en train de dribbler. Bon, ils n'ont pas l'air d'être là. Alors du coup, on va donner la parole à ceux qui ont levé la main. L'école Montessori de Paris, racontez-nous, vous élevez des petits animaux, vous avez observé des petits animaux? On a élevé des blobs. Des blobs? Waouh! Ah Alors, ouais. est-ce que tu peux expliquer ce que c'est des blobs? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Les blobs, c'est un être unicellulaire. Ça veut dire ça a qu'une cellule. D'accord. Et du coup, vous avez élevé ça. Enfin, pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est d'observer justement? C'est comment? Oui, et on apprenait à les endormir aussi. D'accord, ok. Bon, alors bon, je sais pas, c'est des animaux ça, Marc ou pas? C'est ni des animaux, ni des plantes, ni des champignons. Oh, C'est presque des extraterrestres. Et en plus, ça a une seule cellule, mais ça peut se diriger dans un labyrinthe, apprendre aux autres. C'est un animal, enfin, un être ah, extraordinaire. Non, c'est pas un animal, non. Ni un ok. champignon.
Et dans beaucoup d'écoles, on a fait une expérience avec le cosmonaute Thomas Pesquet, Thomas qui en Pesquet. a emmené Thomas un dans Pesquet. l'USS. Voilà. Et lui, il en avait dans l'espace et il faisait la même expérience et dans l'espace et sur Terre pour voir si les globes se comportent de la même manière. Non, non, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des choses extraordinaires. J'en ai dans mon jardin, hein, des blobs. C'est comme ça que commencent tous les films catastrophes qui se passent dans l'espace, quand même, hein, on précise. Mais bon, Ah, mais oui, et la première fois qu'on en a vu en Amérique, les gens ont eu peur parce que ça bouge, ça grandit. Donc, ils ont mis du lance-flamme, des tas de trucs. Ils ont appelé la police et le blob n'est jamais mort, quoi. Donc, ils avaient très d'accord. peur. Ils croyaient que c'était un extraterrestre, hein. Bon, ben voilà, mener des projets pédagogiques sur le blob, c'est rigolo. Ah oui. Merci beaucoup, l'école Montessori Paris, l'école CE2 Paul Fort dans le 78. Racontez-nous, vous élevez des animaux, vous avez fait des sorties pour en observer. Je vous laisse ouvrir le micro et venir rapidement nous en parler. Le micro n'est pas ouvert. Bon, alors, oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, On a des phasmes. vous avez des phasmes. Ok, Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les phasmes? C'est assez tranquille. Nous aussi, on a des phases, mais on en montre un là. Ah, d'accord, l'école Marion Liance, d'accord. Ok, c'est sympa les phasmes, mais effectivement, du coup, il faut être très patient là pour observer. Oui, mais il y a beaucoup d'écoles qui en ont parce que ça les embête pas trop. C'est un animal qui bouge pas, donc d'être dans un grand terrarium, ça le gêne pas. C'est ça qui est important, c'est que les animaux ils soient bien aussi. C'est super bien d'avoir des animaux à l'école, on peut les observer. Alors bah, tout le monde sait que ça a une forme de brindille, donc ça ressemble à une brindille. Et c'est un drôle d'animal et c'est toujours très intéressant de les voir vivre tous les jours, de les retrouver le matin, tout ça. Donc c'est vraiment bien, bravo. Alors, on nous dit, Marion Degas nous dit, à Rome, dans notre école, on a vu un renard, un écureuil, des perruches vertes et beaucoup d'insectes. Le CE2, CM1 de Vannes-le-Châtel, eux, ils voient des bus, des souris, des rats, des chats, des escargots, des gendarmes, des lézards, des fourmis, des coccinelles dans la cour de récré. Mais en fait, vous faites cours à l'extérieur, c'est pas possible. Sinon, je ne comprends pas comment c'est possible d'en voir autant de Et souris. vous êtes observateur, c'est bien. Dans le Vaucluse, le Puget-sur-Durance, ils ont des nichoirs à pipistrelles. Qu'est-ce que c'est que des pipistrelles? C'est des toutes petites chauves-souris. Ah, d'accord. Donc oui, oui, c'est sympa parce que ça leur donne un abri. Euh, Parce que souvent, elles n'ont pas d'abri dans les maisons modernes. C'est tout en vitre. Enfin, il n'y a plus de trous, il n'y a plus de cavités. Des fois, les gens, ils ferment leur grenier ou leur cave, elles peuvent plus s'abriter. Donc, c'est bien un abri. Puis, on les regarde au moins, on peut les observer. Et puis, c'est un insecticide, hein, c'est comme l'anolie. C'est tout petit, petit, la pipistrelle, hein. On en voit D'accord. en pleine ville, hein. Alors, regarde, on a partagé l'écran, on envoie une sur le pouce de quelqu'un tellement c'est petit, ça vous donne une idée de la taille de la taille de la bébête. C'est tout petit. Oui, celle-là, c'est vraiment une très petite, hein. D'accord. C'est un bébé petit pipistrelle. Ça marche. École Ouais, Scardi, je vois que je vois une jeune fille debout devant le micro. Allez-y. Donc, nous, on avait, dans notre ancienne classe, on avait fait un arbre à insectes. Donc, pour que tous les petits insectes viennent s'y réfugier avec le CPIE. Et notre maîtresse vous a envoyé la photo. Alors, attends. L'arbre à insectes, je sais pas si tu l'as, Margot, l'arbre à insectes. ça, c'est une manière de protéger les insectes. C'est pareil, ça peut être utile, hein. Notamment les abeilles solitaires, les abeilles qu'on Et, connaît pas bien, mais qui ont besoin d'abri. donc, notre ancienne maîtresse, elle nous avait donné une feuille et on y allait chacun notre tour pour voir si les insectes sont venus dans l'arbre à insectes. Et on en avait quelques-uns qui étaient venus, dont des abeilles solitaires. Ouais. OK. Ben, Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est ça, c'est super. passionnant à observer, hein. Il y a des abris à insectes, à abeilles solitaires, c'est des tubes transparents parce qu'elles pondent dedans, comme ça on voit la larve qui évolue. De temps en temps, on regarde dans le tube, on le remet, ça embête pas l'abeille parce qu'elle est partie une fois qu'elle a pondu, et c'est vraiment intéressant à regarder, ouais. Et il y a Allez, un quelqu'un dernier qui nous témoignage. montre un inséparable ou un Voilà. loriquet. Vas-y, parle, Noéna. Ben, en fait, on était tranquille dans la cour. Et là, il y a une perruche, non, il y a un inséparable qui est venu sur nos têtes. Et là, c'est ce qu'on voit, là, c'est la photo. Oui, Ben, j'espère que tout le monde peut la voir. Les écoles qui sont en vue galerie, c'est-à-dire qui ont tout le mur rempli avec les classes, vous pouvez choisir d'afficher
uniquement l'intervenant. Et en affichant uniquement l'intervenant, vous verrez la perruche. Il faut que vous redisiez un mot l'école Auguste Postmetz pour voir le. Il faut que vous parliez, ça va activer votre écran. Ah, bah en fait, on était dans la cour et il y avait des perruches qui étaient sur nos têtes. Des inséparables. Des inséparables. Ça marche. Merci beaucoup, c'est super ces photos. Et pour Il y finir, en avait plusieurs? Ah. Il y en avait plusieurs? Est-ce qu'il y en avait plusieurs à l'école Auguste? Seule. Il n'y en avait qu'une. Ah, d'accord. Donc, elle était peut-être échappée d'une cage, mais elle n'avait pas l'air farouche. Si vous l'avez attrapée, vous l'avez peut-être soignée, du coup. Super, c'est magnifique. L'école Sophie, allez, je vois que vous levez la main depuis tout à l'heure, on vous écoute. Nous avons vu une araignée, nous avons recherché sur une clé de détermination, on pense qu'elle s'appelle Ogna radiata. Sur une clé de détermination, qu'est-ce que c'est? Ah bon? C'était trouver des animaux avec D'accord. C'est une application pour identifier les araignées, et les insectes, enfin tout. D'accord, c'est un Shazam, mais c'est un Shazam bestiole. on Ça vous a marche. envoyé la photo. Ouais, ok. Alors le truc, c'est qu'il y a des photos sur lesquelles on ne voyait pas très très bien, mais Margot, si tu retrouves l'araignée, peut-être qu'on peut la partager. Ok, merci l'école Sophie. Alors, ce qu'on nous dit dans le chat, si on la retrouve, on va partager la photo, hein, vous inquiétez pas. On nous parle en fait effectivement beaucoup d'insectes, des biches, des renards, des grues. Alors, l'école d'Omèvre, carrément, eux, dans leur cours, depuis leur cours, ils peuvent voir des biches, des renards, des grues, des buses, des lièvres et parfois même des sangliers. Bon, les sangliers, si vous en voyez, tirez-vous en courant, on ne sait jamais. Des cigognes aussi, gendarmes, lézards, sauterelles, coccinelles. Mais dis donc, en fait, ils font toute la faune et la flore juste avec les classes qu'on a là. Ok, c'est top. Alors, il nous reste 10 minutes et en fait, on nous pose déjà les questions avec lesquelles effectivement on souhaitait du coup peut-être clore cette rencontre. C'est comment nous, en tant qu'enfants, on pourrait aider les animaux et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les protéger? Ben, déjà ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire observer, découvrir, passer du temps. Vraiment, on protège bien ce qu'on aime bien et ce qu'on connaît bien. Donc, sortez. Marc, de toute façon, va vous le répéter, je pense, jusqu'à la fin de la conf. Mais sortez de chez vous et regardez au dehors. Et puis après, s'informer aussi sur ce qui se passe. Marc, quelles sont les espèces aujourd'hui en voie de disparition ou en danger? Alors, il y en a plein, hein. C'est les plus grosses qui disparaissent en premier. Celles qu'on pourrait trouver en France, par exemple. Oui, alors, alors, en ce moment, en France, en fait, c'est plutôt les insectes qui se raréfient. Chaque année, il y en a un peu moins, quoi. Donc là, vraiment, les insectes, ils ont vraiment besoin d'être protégés. Et avant de protéger, il ne faut pas détruire. Donc, si vous avez un jardin, il ne faut pas mettre de pesticides. Faut laisser un petit coin tranquille où vous faites rien. C'est pas très difficile de rien faire. Et vous regardez la nature comme elle évolue toute seule. Donc déjà, vous avez préservé un petit bout, parce que rien que des orties, par exemple, dans les orties, il y a plein de papillons qui ne poussent que dans les orties. Je vais vous les montrer. Tous ces beaux papillons de jour qu'on voit, le pan du jour, le vulcain, etc., ils pondent dans les orties. Et les orties, on les regarde pas, ça a l'air d'être une sale plante, alors qu'on fait des soupes, des shampoings, des tas de trucs avec. Mais c'est important pour les papillons. Donc, si vous laissez un petit endroit tranquille dans votre jardin, même sur votre balcon, vous protégez un petit bout de nature. Ensuite, vous pouvez aussi agir, hein. Moi, tous les printemps, par exemple, je ramasse les crapauds, je les fais traverser pour éviter qu'ils se fassent écraser pendant leur migration. Et je fais souvent ça avec des enfants. Donc ça c'est vraiment important parce qu'on sait, à la fin de la soirée, on a protégé 300 crapauds, on a sauvé leur vie. En plus, ils pourront se reproduire, ils vont faire plein de petits têtards. Donc, quand on agit, c'est satisfaisant. On est content le soir de s'endormir en disant, voilà, j'ai protégé des animaux. Et avec l'ASPAS, mon association, pareil, on s'est battu contre des excès de chasse, etc. On sait qu'on a sauvé des centaines de milliers d'animaux, notamment des renards, des animaux mal élevés. Et ben, ça fait bien plaisir. Et au moins, on est moins inquiet parce qu'on sait que tout va pas bien. Mais quand on agit, on se sent mieux. Est-ce que c'est les renards? Oui, celle-là, on ne sait pas trop quoi répondre. On va laisser chacun à ses convictions personnelles. Est-ce que les renards voient notre âme? Bah, je sais pas. C'est toi qui vois. Ah oui, non, c'est parce que c'est la conclusion de Vivant. Ah, c'est pour ça, c'est très joli.
D'accord, Oui, bon, un c'est bon parce mantra, que, ça marche. ouais, je dis Alors, qu'ils nous regardent dans les yeux, parce que c'est vrai d'accord. que les animaux, ils nous regardent dans les yeux parce qu'ils savent très bien que c'est avec les yeux qu'on regarde, donc ils voient notre âme, c'est Ah, une image. oui, oui, d'accord, c'est très bien. Je ne me rappelais plus qu'il y avait cette conclusion. On nous demande si le lynx est en voie de disparition. Bah, il va mieux qu'il a été. Il avait complètement disparu de France, on en a réintroduit, il y en a qui viennent de Suisse, etc. Il va mieux, mais il est toujours braconné, hein. Donc, c'est-à-dire Alors, qu'il y a des gens qui les tuent, alors que c'est une espèce protégée. il y a des mains qui se sont levées par rapport à cette histoire de protection des animaux, donc on va vous donner la parole. Idouma, vous avez levé la main, on vous écoute. Ah, parole alors. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Allez, on vous écoute alors. Allez, qui prend la parole? Allez, dépêchez-vous. Vas-y, moi. Alors nous, bonjour. Expliquez ce que vous avez fait. On a travaillé sur les hirondelles. Du coup, on n'a pas réussi à en voir, mais on fait des expositions, on va dire. Comme des expositions. Ouais, on va faire des visites. Voilà. Et on va faire des visites. On va faire des visites. On a construit des mangeoires l'année dernière. D'accord. Et les expositions que vous faites, il y a celles que vous visitez, mais avec toutes les choses que vous faites, il y a d'autres enfants qui peuvent venir voir sous forme d'exposition vos nichoirs, vos arbres à insectes, etc. Les élèves du collège, mais pas. Donc, on a prévu des expositions aussi au Festival Inventaire qui se tient tous les ans vers chez nous. Et on propose aussi, on va poser des questions aux parents et aux élèves aussi. Et on travaille aussi avec le Théâtre du Rance pour faire des expositions aussi là-bas de nos photos, puisqu'on va mettre des pièges photographiques pour, Génial. Bon, c'est génial, merci Douma. Alors, donc déjà, par rapport au fait de participer à préserver la biodiversité, on a déjà plein d'exemples là, les arbres à insectes. Il y a Marie Gilardot qui nous dit en face de l'école, on a créé une aire terrestre éducative et cette année, nous mettons en place de multiples aménagements pour accueillir des hérissons, des oiseaux, des insectes, etc. Là, deuxième exemple, la classe d'Idouma, ils font eux-mêmes des expositions, donc en plus, ils sont ambassadeurs. Ils permettent à d'autres personnes, en fait, de découvrir ces choses-là à travers leurs photos, à travers leurs initiatives. Donc, ça fait déjà deux types d'actions qu'on peut mener pour s'engager. Je vois que l'école Laurine RX, peut-être que vous avez levé la main pour partager des initiatives. Racontez-nous ça. Je vois l'école Cindy Assé qui nous dit, nous nous occupons d'animaux blessés. Est-ce que Ça, c'est du l'école... travail, hein. Allez-y, on vous écoute. Laurine? Bonjour, nous, on voulait rebondir plutôt sur... Oui, vous m'entendez? Ouais, on vous entend. Voilà, on voulait rebondir un peu sur la protection des animaux et on avait eu une question par rapport à ça. Est-ce que la chasse permet-elle de réguler les animaux? Réguler, c'est-à-dire, donne-moi un exemple. J'ai pas entendu quelle espèce. Est-ce que l'espace, elle permet de réguler les animaux? Est-ce que la chasse permet de réguler les animaux? Ah, la chasse. Ah oui, ça c'est un vaste problème, la chasse, hein. Bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, on va pas parler de ça. Réguler, il n'y a pas vraiment besoin parce que dans la nature, c'est équilibré sans la chasse. Donc la chasse, c'est beaucoup, on élève 13 millions de faisans qu'on lâche dans la nature. Donc c'est pas vraiment de la régulation. Mais ça, c'est un peu mes opinions personnelles. Enfin, c'est l'opinion de beaucoup de scientifiques. La chasse, c'est un loisir, mais c'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Voilà, tu as ta réponse, jeune homme. Une intervention, je vois une école qui s'appelle École et je vois une jeune fille avec des lunettes devant la caméra. On t'écoute. Ah, il faut réactiver le son. Ah, ça marche pas, le micro marche pas. Alors, pendant que vous essayez de régler le micro, il y a Codfa qui nous dit ici, Saïda, pour nourrir les animaux, Béatrice les protège de dangers immédiats, Luna soigne les animaux blessés. Ça y est, vous avez votre micro ouvert. Alors, racontez-nous vos initiatives à vous. Nous, pour protéger les insectes tranquilles, on a fabriqué 2 maisons à insectes. Ah là, il raconte des choses. Et les oiseaux, soit ils se mettent sous le préau et ils font des nids, ou soit ils se mettent dans les arbres.
Merci beaucoup pour pour toutes ces actions. Super, merci. Alors, du coup, si on résume un petit peu, parce que ça y est, on arrive quasiment au terme de nos échanges. Donc, s'informer, se former, apprendre, observer les animaux, idéalement dans leur milieu naturel, parce que comme ça permet d'être dehors. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Devenir ambassadeur, très bien. Est-ce que tu veux leur recommander d'autres choses, Marc? Bah, tout ce que vous faites est vraiment très bien, hein. Bravo aux enseignantes et aux enseignants parce que il y a rien de plus formateur que d'observer les autres espèces. Ça, c'est vraiment très, très important d'avoir une conscience d'autres formes de vie. Et c'est une incitation au respect aussi, à la différence, à l'altérité, enfin tout ça. Je parle un peu adulte, mais c'est vraiment très, très important. Et puis, c'est un tel bonheur d'aller dehors, de côtoyer des phasmes, des coccinelles, des hirondelles, c'est des souvenirs pour toute la vie. Et je pense que des enfants qui ont vécu ça dans leur sens seront des protecteurs forcément. Parce que à mon âge, moi, j'ai observé la nature depuis longtemps et j'ai vu chaque année, il y a un peu d'espèces en moins, il y a un peu d'insectes en moins. Donc, quand on observe ça, eh ben, on a envie de protéger. Alors justement, est-ce que parmi les exemples qui ont été donnés, on a beaucoup entendu parler d'arbres à insectes et puis en fait dans les initiatives qui ont été proposées, toi tu peux à ton avis qu'est-ce qu'on peut faire dans une classe? Qu'est-ce que tu recommandes éventuellement d'élever dans une classe pour observer si on n'est pas dehors, mais sachant que le mieux c'est d'aller dehors. Si on est dans la classe, on peut faire quoi? Alors, il y a les animaux domestiques aussi, avoir un chat ou un chien ou un lapin. Au moins, ça ne l'embête pas parce que c'est un animal qui est habitué à la captivité. Donc, et puis c'est une vie, puis on peut les caresser. Caresser un phasme, c'est moins tendre, on va dire. Mais avoir un petit chat ou un petit chien, pas forcément tous les jours, mais ça change complètement l'atmosphère dans la classe quand il y a un animal comme ça. Et Voilà, non. l'été, on n'a pas obligé de trouver quelqu'un pour s'en occuper. Et c'est important aussi parce que la classe, ça dure que la saison de la classe, quoi. Donc après, le chat, il reste toujours là, quoi. Il y a quelqu'un pour s'en occuper. Donc aussi des animaux domestiques, ça c'est bien. Voilà, donc commencer à côté de chez soi, commencer simple, juste déjà en mettant le nez dehors, c'est déjà énorme. Et puis en parlant autour de soi, et c'est comme ça qu'on arrive à faire une sorte de barrière et de fraternité de protection autour du vivant. Voilà, on est arrivé au bout de cette rencontre. On vous remercie d'avoir été présents, les enseignants, les élèves. Merci à Edifice de nous avoir tous réunis aujourd'hui. Et merci Marc d'avoir été avec nous. Alors, traditionnellement, merci à toi. Et puis bienvenue on demande déjà ce que tu reviennes et si tu fais des interventions dans les écoles. Donc, Alors j'en ai fait, mais comme j'écris 2 livres par an, j'ai pas beaucoup de temps, je suis désolé. Ça marche. Bon, eh ben, Et écoutez, je fais plein de vidéos, vous pouvez voir plein de vidéos qui s'appellent En chemin et je raconte plein de trucs sur ce qu'il y a autour de chez nous. oui, alors allez voir ces vidéos, regardez le film Vivant, le lien vous a été partagé par Edifice et vous pourrez le retrouver par ailleurs. Et ce que je vous propose, traditionnellement, on ouvre les micros et on se dit au revoir en fanfare. Donc allez-y, c'est le moment. Vous pouvez tout ouvrir.